18h sur nos ondes, bienvenue à vous dans ce journal. À Rufisque, les habitants de la cité Sofa à Dangou Nord sont dans le désarroi. Il faut se lever à 3h du matin pour disposer du liquide précieux. Une situation qui perdure depuis plusieurs années déjà. Pendant ce temps, ici à Dakar, l'Assemblée générale des agents de la Poste organisée ce matin a été dispersée à coups de gaz lacrymogène. Le cadre unitaire des syndicats du groupe La Poste réclame une dette de 62 milliards que leur doit l'État du Sénégal. Une dette qui risque de plonger 4300 employés au chômage. Et puis, dans le sud du pays, à Ziguinchor, bien que les agriculteurs n'ont pas encore démarré la commercialisation de leurs produits agricoles, leur objectif est déjà fixé. Des prix compétitifs, les plus offrants seront mieux servis. En sport, football, Ligue africaine des champions, deuxième tour préliminaire, Teungueth FC reçoit le Raja de Casablanca depuis 17h au stade Lat Dior. Meunier sera en direct avec nous dans ce journal. Aïssatou Gueye-Ba. Merci de nous choisir pour vous informer. À Rufisque, les habitants de la cité Sofa à Dangou Nord vivent un véritable calvaire. Difficile de voir le liquide précieux dans la localité le jour. L'eau ne vient que vers les coups de 3h du matin tous les jours. Une situation qui perdure depuis des années. Les populations qui ont adressé plusieurs correspondances à la CNO interpellent les autorités. Denisia Sambo. 8 ans que Fat Bintou Badiane habite la cité Sofa. Depuis, c'est la même situation. Difficile de voir couler l'eau du robinet le jour. Ici, le liquide précieux ne vient que la nuit. Cela fait 8 ans que nous vivons dans ce calvaire. Nous n'avons pas d'eau. Il faut se lever à 3h du matin pour pouvoir avoir ne serait-ce que quelques bassines d'eau. Et ça, c'est insupportable vu le contexte actuel. Nous vivons avec une maladie qui nécessite une utilisation forte de l'eau. Et nous, en tant que population, nous n'arrivons pas à avoir ce produit qui est l'eau. Et pourtant, plusieurs réclamations ont été faites à l'endroit de la CNO, mais sans succès. Nous avons fait beaucoup de correspondances au niveau de la CNO de Rufisque, mais nous sommes restés à notre fin. D'après les correspondances qu'on a dû faire au niveau de ces différentes autorités, l'installation hydraulique existe, mais malheureusement, nous n'avons pas été bien raccordés. Raison pour laquelle on n'a que de l'eau à partir de 3h du matin, voire 5h du matin, pour des mères de famille qui doivent se lever, préparer les enfants, aller à l'école et même aller au boulot pour subvenir aux besoins de nos familles. Vraiment, nous ne pouvons plus. Une raison qui a motivé les habitants à manifester pour crier leur ras-le-bol. Nous avons mis des pompes suppresseurs, nous avons des réservoirs, mais pour autant, cela fait 8 ans que nous vivons dans ce calvaire. Nous achetons de l'eau auprès des charretiers qui nous vendent de l'eau, la barrique 1500-2000 francs, ce qui revient à une autre charge. Nous sommes des familles diminuées et nous ne pouvons pas supporter tout cela. Nous avons des charges, des enfants à nourrir, des scolarités à payer, des loyers à payer et nous interpellons toutes les autorités sénégalaises à nous venir en aide. Nous appelons le président Macky Sall, nous appelons les ministres en charge de l'eau, nous appelons toute la communauté à nous venir en aide. Rufisque, Denisia Sambo pour Sud FM. Denisia Sambou, ici à Dakar, l'Assemblée générale des agents de la Poste a été dispersée à coups de gaz lacrymogène. Réunis autour du cadre unitaire des syndicats du groupe La Poste, ils réclament une dette de 62 milliards que leur doit l'État et craignent pour la perte de près de 4300 emplois. Adi Fatoubari. S'il vous plaît. Au titre, s'il vous plaît, monsieur. Je vous donne 2 minutes. Si vous ne dégagez pas, on va s'arrêter. Au titre, vous n'avez qu'à nous tuer. À peine ont-ils commencé leur déclaration qu'une pluie de lacrymogène a jailli. Un sauve-qui-peut général s'impose au milieu des éclats des vitres et des jets de pierre. Des scènes d'intifada au cœur même de la direction générale de la Poste où il était quasi impossible de respirer. L'odeur de gaz embaume les couloirs. En convoquant tous leurs camarades ainsi que la presse ce matin, ces postiers voulaient alerter sur leur situation qu'ils jugent précaire pour espérer trouver une issue heureuse. Mais c'était sans compter avec les forces de l'ordre qui étaient présents pour faire régner l'ordre. Résultat, ils ont été chahutés et le préfet, tout comme le sous-préfet, n'ont pas été épargnés. Adi Fatoubari, ces agents de la Poste réclament 62 milliards à l'État du Sénégal, une dette qui, selon eux, risque de conduire au chômage de 4300 employés. Voici Ibrahim Assar, leur porte-parole au micro d'Adi Fatoubari. Ce qui est en train de se passer depuis ce matin, orchestré
par un sous-préfet, rejoint par le préfet et tout sauf maître de l'ordre. Ils ont semé le désordre dans notre propre entreprise. Et le faisant, sans le savoir, ils ont exposé leur vie parce que le préfet a daigné interrompre l'interview du représentant des travailleurs en se glissant dans la foule. Heureusement que les postiers sont responsables, mais tout prêts à garder leur dignité. Ils ont apporté la riposte nécessaire, mais nous allons continuer pour intensifier la lutte au niveau national comme au niveau international. Aujourd'hui, l'État a une dette vis-à-vis de la Poste d'environ 62 milliards. Les paiements de bourse de sécurité familiale, que tout le monde connaît, qui est un projet phare de l'État, qui lutte contre la vulnérabilité des personnes défavorisées, est en train aujourd'hui de mettre à genoux cette société nationale-là qui est la Poste. Parce que nous avons engagé des fonds pour les payer de 2017 à 2019, lesquels montants n'ont pas été redistribués à la Poste et ça fait environ 42 milliards. Ce montant dérisoire qu'ils nous ont payé depuis 25 ans, ils ont accepté en 2013 de le porter à 6 milliards 744 millions, étant entendu que les calculs font par notre système de comptabilité analytique font état de 11 milliards 500 millions par an. Mais au lieu de payer cela, l'État a des arriérés d'environ 20 milliards à titre de rémunération du service public. Aujourd'hui, la Poste est dans une situation extraordinaire. Les travailleurs vivent l'angoisse, les travailleurs vivent une certaine incertitude parce que nous constatons même des retards inhabituels dans le paiement de nos salaires et cela est dû à la responsabilité de l'État. Les 4300 pères et mères de famille que nous sommes n'accepteront pas que cette forfaiture-là passe. Direction Kaolack où les travailleurs de la Poste ont également observé un sit-in brandi des brassards rouges. Ils réclament de meilleures conditions de travail. Le paiement à temps des salaires, la boîte traverse des difficultés financières, explique Moustapha Thiam, le porte-parole de l'intersyndicale. Ses propos sont recueillis par Mamadou Kamara. Au début de sa nomination, le directeur général a organisé une tournée nationale. Il a visité l'ensemble des directions régionales. Ça a été salué par l'ensemble des postiers. Il était même en délégation avec l'ensemble encore des syndicats qui étaient quand même dans l'entreprise. Et on pensait que vraiment il va redresser la situation parce que aussi il a trouvé une situation nébuleuse avant de prendre la boîte. Il a voulu même demander une audit, mais ça n'est pas fait. Aujourd'hui vraiment il a quand même pris la maison. Il nous avait promis de redresser la boîte. Mais aujourd'hui vraiment ça sent mal. Avant on percevait nos salaires avant le 25. On percevait nos 13e mois avant quand même le 20. Aujourd'hui, vraiment, aucun postier ne peut pas parler de la situation de l'heure. Sauf qu'il y a des difficultés que les postiers sont en train de vivre. Parce que même nos agents de guichet sont agressés moralement par faute de satisfaction quand même de la clientèle. Vraiment, à redresser la situation. On interpelle aussi le ministre tutelle qui est en charge de gérer la Poste. On interpelle le président de la République parce que les postiers ont beaucoup d'espoir sur sa gestion et on pense qu'il peut redresser quand même la situation. Le nouveau directeur général, quand il est venu, on attendait qu'il va redresser la situation de la Poste. Mais au moment où je vous parle, ce que nous constatons, il y a le retard habituel quand même des salaires. Deuxièmement, le bureau ne fonctionne pas comme avant. Parce qu'au moment où je vous parle, nos agents de guichet sont agressés moralement par des clients par faute de satisfaction. Au moment où on parle de la relance économique, la Poste a des difficultés. Parce que dans les zones rurales, seule la Poste joue le rôle de banque et assure quand même la sécurité de l'argent des banques des ruraux. Au moment où on parle de la campagne arachidière, les paysans sont bloqués à cause de la situation actuelle de la Poste. Au moment où on parle de paiement des bourses de sécurité familiale, l'État doit à la Poste plus de 3 bourses payées trimestriellement qui fait une enveloppe de 21 milliards, plus la rémunération du service public, de ce qui fait qu'aujourd'hui dans nos guichets, on a même peiné vraiment de payer un petit montant. Et retenez que les responsables de la CNT sont participés à ce sit-in.
Campagne de commercialisation arachidière à Ziguinchor. La campagne n'a pas encore démarré, mais les producteurs ne comptent pas bazarder leur production arachidière. Ils comptent vendre au plus offrant pour booster leur vente. Ben Michel Confouti. Les agriculteurs de la région de Ziguinchor n'ont pas encore démarré la commercialisation de leur production agricole, selon le vice-président du cadre régional de concertation des ruraux de Ziguinchor et point focal Rachid Malamine Sané. Les gens n'ont pas fini les travaux champêtres. Nous sommes sur la période de battage des arachides. Donc il faut que tout ça soit fini pour penser à une campagne de commercialisation. C'est vrai qu'au moment, de façon officielle, la campagne est ouverte, mais au sud, pour ce qui nous concerne, elle démarre très timidement parce que les gens sont au niveau d'abattage des arachides. La Sonacos, principal acquéreur de la région, attend toujours ses premières graines. Et même si certains opérateurs ont déjà signé des conventions avec l'usine, les producteurs ne comptent pas bazarder leur arachide, martèle le vice-président du CRCR. C'est vrai qu'il y a déjà des opérateurs qui ont signé des contrats avec la Sonacos pour l'achat et la commercialisation de l'arachide. Mais nous, vous comprenez, le paysan cherche beaucoup plus. Il faut valoriser la production agricole. C'est ça qui va fixer même la jeunesse du Sénégal. Parce que si la production agricole n'est pas valorisée, ça décourage les producteurs, surtout les jeunes. Les producteurs qui comptent vendre leurs produits au plus offrant espèrent des prix compétitifs pour booster leurs revenus. Ça, il n'y a même pas hésité. Si les Chinois me donnent le prix à 300 francs, vous pensez que je vais vendre mon kilo, ma production à 250 ou à 200, en vertu de quoi? Ben Michel Konfoudi, Ziguinchor, Sud FM. Ben Michel Konfoudi, les syndicats des corps gras du Sénégal, eux, dénoncent des acteurs tapis dans l'ombre pour s'accaparer des dividendes de la filière. En tournée dans la région de Sédhiou, ils interpellent le chef de l'État Macky Sall et le ministre de tutelle à mettre fin aux désordres qui précarisent le secteur. Ibrahim Diop, le secrétaire général adjoint du syndicat national des corps gras et activités similaires, s'en explique au micro de Moussa Dramé. Bon, nous sommes venus à Sédhiou aujourd'hui dans le cadre d'une démarche de sensibilisation de notre organisation syndicale, dans le cadre de la campagne agricole en cours. Et parce que nous avons constaté que l'État est en train de réorganiser la filière, mais que nous avons vu qu'il y a des acteurs de la filière qui sont des personnes véreuses, qui essaie de saboter les actions entreprises par l'État. Lors de l'avant-dernier Conseil des ministres, le gouvernement du Sénégal a clairement défini sa politique par rapport à la campagne arachidière. Le gouvernement de la République du Sénégal s'est engagé à protéger l'industrie locale. Donc, et à partir de ce moment-là, il y a des personnes qui n'y voient pas leurs intérêts et qui essaient de saboter cette démarche. En venant comme des intermédiaires, se mettre entre les paysans et l'industrie locale. L'État du Sénégal a fixé le prix de l'arachide à 250 francs. L'État du Sénégal prend en charge l'éducation des fils du paysan, prend en charge la santé des fils du paysan. Si nous n'avons pas de matière première, parce que l'année dernière nous n'avions pas de matière première, cela va faire des suppressions d'emplois. Au niveau de la Sonacos actuellement, l'ensemble des achats sont payés cash. Donc le problème de monter impayé ne se pose pas. Ce sont ces intermédiaires-là qui se lèvent actuellement leurs intérêts menacés. Et de là, nous en profitons pour demander au ministère de l'Agriculture et au ministère du Commerce de mettre en valeur les visions du chef de l'État. L'Observatoire citoyen pour une gouvernance inclusive du pétrole, gaz et mines s'inquiète de la lenteur notée dans la maîtrise de l'incendie qui s'est déclaré dans un puits de gaz à Ngadiaga. Une situation regrettable. Dès lors, l'Observatoire réclame un plan d'opération interne et demande à l'État de prendre toutes les dispositions pour que pareil incident ne puisse se reproduire. Sayer Ngom est le président de l'Observatoire. Il est joint par Ney Mariam Dia. C'est une prévention quand même qu'on a fait dans notre communiqué pour expliquer les populations quand même, d'être beaucoup plus prudent, de ne pas continuer à y aller dans le site quand même. C'est important aussi quand même. L'environnement a été très bien préparé au niveau de... Parce que j'étais là-bas à Djelakpal. Sans compter la biodiversité à proximité du site quand même, c'est important. Les conséquences qui peuvent venir à l'avenir par rapport avec les populations et l'environnement, qui est vraiment naturellement très connu par les professionnels et les techniciens du pétrole et du gaz. La meilleure conduite à tenir, c'est de continuer quand même à informer les populations par rapport à l'impact. Et c'est important aussi de continuer à former les jeunes, surtout dans le cadre de la formation ici au Sénégal. Parce que c'est quelque chose de nouveau quand même. Il nous faut quand même prévoir tout cela.
puisque le Sénégal vient d'avoir quelque chose, ça c'est très connu par le monde entier. Et donc, pour ces genres de situations, il faudra redoubler d'efforts, c'est ça que je peux dire. Et je vais faire un appel solennel à l'ensemble des Sénégalais, que nous devons tous nous unir quand même autour de cette situation-là quand même, pour inviter l'ensemble des experts qui peuvent parler sans politique quand même, expliquer les Sénégalais et de faire quand même le maximum possible de trouver une solution durable. Saher Ngom, président de l'Observatoire, sera notre invité. Parlons de la situation épidémiologique au sein du pays. Un décès et 66 nouvelles contaminations, dont 44 cas communautaires dans plusieurs localités du pays. 28 cas graves sont pris en charge dans les services de réanimation et 980 patients sont encore sous traitement. Le point avec le docteur Elhadji Mamadou Ndiaye, directeur de la prévention au ministère de la Santé et de l'Action sociale. Sur 953 tests réalisés, 66 sont revenus positifs, soit un taux de positivité de 6,93%. Les cas positifs sont répartis comme suit. Nous avons eu 22 cas contacts suivis par nos services. Aucun cas importé n'a été enregistré au niveau de nos différentes portes d'entrée aériennes, maritimes et terrestres. Et nous avons notifié 44 cas issus de la transmission communautaire répartis comme suit. 4 à Dara, Richard Toll et Touba, 3 à Mbour et à Saint-Louis, 2 à Dakar Plateau, Kermassar, Ouakam et Parcelles Assainies, 1 aux Almadies, Amitié 2, Diourbel, Fatick, Gossas, Gueule-Tapée, HLM, Kaolack, Mariste, Matam, Mermoz, Ngor, Nord Foire, Point E, Rufisque, Yeumbeul, Yoff et Zone B. 30 patients hospitalisés ont été contrôlés négatifs et déclarés guéris. 28 cas graves sont pris en charge dans nos services de réanimation. Un décès a été enregistré ce lundi 21 décembre 2020. L'état de santé des autres patients hospitalisés est jugé stable. À ce jour, 17 945 cas ont été déclarés positifs, dont 16 592 guéris, 372 décédés et donc 980 patients sous traitement. Le ministère de la Santé et de l'Action sociale présente ses condoléances aux familles éplorées et souhaite un prompt rétablissement aux patients encore retenus dans nos services et à ceux qui sont également suivis dans les domiciles. Et pour faire face à la seconde vague de Covid-19, le secrétaire général du SUTSAS recommande à l'État de mettre l'accent sur la décentralisation des tests, de revoir à la hausse les ressources humaines et davantage équiper les structures sanitaires. Certaines d'entre elles sont dépourvues d'équipements adéquats. Malo Diacham est joint par Hapsi Limanouane. En son temps, quand on avait décrié ce déficit important en équipement de protection, il y a eu une réaction de la part de l'État et beaucoup de gaps avaient été comblés. Donc il y avait suffisamment d'équipements de protection, les EPI, il y avait aussi assez de gel et assez aussi de masques et même de thermoflash. Ensuite, il y a eu un certain relâchement. Et depuis lors, les équipements commencent à se raréfier. Évidemment, il faut relativiser. Par endroits, il y a des stocks assez importants, assez abondants. Mais dans d'autres endroits aussi, nous avons une insuffisance d'équipements. On signale à Kolda que pratiquement les postes n'ont plus absolument rien. Et si les masques sont en nombre plus ou moins suffisant, avec cette deuxième vague, si on applique les normes, à savoir un masque toutes les 3 heures, parce que c'est les masques chirurgicaux, on serait en déficit de masques. D'autant que les gants ne sont plus distribués et l'alcool gel. Alors que les gants, l'alcool gel, les masques, c'est tout un tout cohérent. C'est un ensemble de dispositifs et des thermoflash pour non seulement préserver l'outil, à savoir la structure sanitaire, mais aussi la protection des travailleurs, parce qu'au moins le thermoflash permet de connaître la température et d'avoir même une présomption par rapport à cela. Et sinon, par rapport aux tests, l'État nous a suivis, on a décentralisé les tests, mais aujourd'hui, on doit encore davantage décentraliser les tests, parce que les tests aussi constituent un indicateur. Il y a aussi un nouveau problème, c'est la question de la logistique, parce qu'aujourd'hui, les centres de traitement sont presque tous débordés. C'est les districts qui prennent en charge et il y a un problème de régulation par rapport à la logistique. Il faut donc davantage de ressources humaines, aussi d'équipements concernant les respirateurs et les autres outils dont on a besoin pour faire face à cette maladie. Donc il y a des efforts à faire. Donc, on ne va pas nous contenter de ce que les gens avaient fait, d'autant plus qu'avec cette deuxième vague supposée plus meurtrière, il faut davantage d'équipements et davantage de présence et davantage de régulation pour les cas graves.
Plus que 2 jours avant Noël, les jouets sont partout visibles à Dakar, surtout pour les tout petits. Les parents doivent-ils faire leur propre choix de cadeaux pour les enfants? Élément de réponse avec Radisen. Des voitures, vélos, coffrets de nourrissons, jeux de société, livres, autant de cadeaux pour faire plaisir à son enfant. Mais le choix est-il facile? Selon Mariam Sek, coach parental, chroniqueuse à Sud FM, les goûts de l'enfant doivent être pris en compte. Pour le parent, le critère, ça va être évidemment le budget, parce que quand on a plusieurs enfants en plus, on va pas pouvoir leur offrir à chacun un cadeau qui est très très cher. Il y a également les centres d'intérêt, les goûts de nos enfants, et puis il y a également bien sûr l'âge de l'enfant. Il y a peut-être un dernier critère qui va être lié au parent lui-même, peut-être ce qu'il a envie de communiquer à son enfant à travers le cadeau qu'il va lui offrir. Donc peut-être que le premier critère, c'est quand même les goûts de l'enfant, puisque on est là pour faire plaisir à son enfant, on est là pour le récompenser aussi d'avoir été sage, et donc s'il l'a vraiment été, on va vraiment lui offrir quelque chose de beau, quelque chose qu'il a souhaité. Même si les goûts de l'enfant doivent être le premier critère, un cadeau ludique et à la fois éducatif pourrait être un meilleur choix pour son enfant. Ça peut être aussi pour des enfants un petit peu plus jeunes des livres d'images, donc où il y aura énormément d'images, de belles images, de beaux dessins. Ça, c'est vraiment des livres qui sont aussi très éducatifs. Donc en fait, pour mieux répondre à ta question, je dirais qu'un cadeau qui est à la fois ludique et éducatif, c'est vraiment très bien. Donc des livres où on peut trouver et le jeu et le côté littéraire du livre avec une belle histoire. Ça, c'est un très beau cadeau. Et puis il existe aussi des cadeaux, donc des jeux qui sont par exemple les jeux d'imitation, comme le jeu de la marchande ou encore avec des petits légumes. Donc ça, c'est vraiment très bien pour de jeunes enfants, par exemple, pour connaître les noms des légumes. Ça, ce sont des jeux qui sont vraiment très bien. Offrir un cadeau à son enfant pour Noël est devenu symbolique chez certaines familles, d'autres le font en guise de récompense. Sport Football Ligue africaine des champions, deuxième tour préliminaire, Teungueth FC reçoit le Raja de Casablanca depuis 17h au stade Lat-Dior. Ndiaye, vous êtes en direct. Merci. Gueiba, merci. Nous jouons la 66e minute. Attention, l'équipe marocaine qui se faisait dangereux. Ballon capté par le gardien rufisquois sénégalais Moussa. Il faut dire que nous avons assisté à une première période sanctionnée par un nul vierge, une équipe marocaine qui presse très haut avec une bonne circulation de la balle et un flanc gauche très entreprenant où le latéral Abdel Jalil qui sert de rampe de lancement, mais côté Teungueth FC, on ne se l'est pas laissé raconter. Ils ont été très patients, acceptant la domination pour ensuite placer des contre-rageurs. Pape Ousmane Sakho, petit meneur de poche, a bien réussi ses tâches de joueur de transition. Et nous jouons, excusez-nous pour ces quelques coupures, la 60 et le score est toujours de 0 but partout. Et Raja de Casablanca, à vous. Merci à vous, Ndiaye. Sud FM, l'invité du jour. Nous sommes avec Sayer Ngom. Vous êtes le président de l'Observatoire citoyen pour une gouvernance inclusive pétrole, gaz et mines. Donc, suite à l'explosion d'un puits de gaz naturel à Nguédiaga, vous avez des craintes concernant la sécurité des populations. Selon vous, est-ce que ces genres de situations peuvent être évitées? Absolument. On peut l'éviter par rapport à un plan. Suivant le plan OPI, on devait le prévoir, le plan d'opération interne. Et puisque vous savez très bien que ces genres de choses qui viennent d'arriver au Sénégal, surtout le pétrole et le gaz, on devait s'y attendre à cela. On devait s'y attendre. Donc pour l'éviter, comme je le disais tantôt, dans notre communiqué de presse, il fallait préparer le plan d'opération interne. Ça c'est évident. Vous dites donc dans votre communiqué que le méthane contenu dans le puits est 25 fois plus important que le CO2. Donc c'est dire qu'il y aura forcément des impacts négatifs sur l'environnement. Dès lors, qu'est-ce qui doit être fait? Quelles sont les actions à mener? Les actions à mener, quand on parle de CO2, vous le savez très bien qu'à chaque fois on parle de CO2, et ici au Sénégal, comme vous le savez très bien, le CO2 concernant l'effet de serre, et tout cela aussi on devait s'y attendre pour éviter
d'aller beaucoup trop vite, surtout dans le cadre du réchauffement climatique. Comme vous le savez, ici en Afrique, nous ne sommes pas très bien préparés. Maintenant, la cohabitation entre les sites qui exploitent des produits chimiques comme le gaz naturel est un risque réel. Dès lors, quel est l'appel que vous lancez en direction de l'État, mais aussi des populations? L'État, quand même, devait prendre les mesures de sécurité, quand même, à partir de 500 mètres, quand même. Mais c'est déjà fait, quand même. C'est déjà fait. Parce que dans le site, quand même, il n'y a pas d'impact sur les populations. C'est-à-dire c'est une prévention quand même qu'on a fait dans notre communiqué pour expliquer les populations quand même d'être beaucoup plus prudents, de ne pas continuer à y aller dans le site quand même. C'est important aussi quand même. L'environnement a été très bien préparé au niveau de... Parce que j'étais là-bas à Djalakpal. Sans compter la biodiversité à proximité du site quand même, c'est important. Les conséquences qui peuvent venir à l'avenir par rapport avec les populations et l'environnement, qui est vraiment naturellement très connu par les professionnels et les techniciens du pétrole et du gaz. La meilleure conduite à tenir, c'est de continuer quand même à informer les populations par rapport à l'impact. Et c'est important aussi de continuer à former les jeunes, surtout dans le cadre de la formation ici au Sénégal. Parce que c'est quelque chose de nouveau quand même. Il nous faut quand même prévoir tout cela. Puisque le Sénégal vient d'avoir quelque chose, ça c'est très connu par le monde entier. Et donc, pour ces genres de situations, il faudra redoubler d'efforts. C'est ça que je peux dire. Et je vais faire un appel solennel à l'ensemble des Sénégalais, que nous devons tous nous unir quand même autour de cette situation-là quand même, pour inviter l'ensemble des experts qui peuvent parler sans politique quand même, expliquer les Sénégalais et de faire quand même le maximum possible de trouver une solution durable. Voilà, merci beaucoup Sayer Ngom. Merci beaucoup, c'est à moi-même de vous remercier. Voilà, à 18h28, place à la page économie avec Rapsel Limanouane. La B6, Banque internationale pour le commerce et l'industrie du Sénégal. La B6, la banque d'un monde qui change, vous offre le journal de l'économie. Bonjour. Grâce à la coopération technique allemande, le Bureau de mise à niveau des entreprises du Sénégal a signé une convention avec 32 entreprises locales de Kaolack. Les détails, c'est avec le directeur Ibrahima Diouf. Il s'en explique au micro de Momodou Camara. La signature de convention entre 32 entreprises dont les dossiers ont été approuvés par notre comité de pilotage et le bureau de mise à niveau. Ces 32 entreprises évoluent dans des secteurs aussi divers que l'agroalimentaire, notamment la transformation des céréales locales, l'aviculture, la transformation des fruits et légumes, le maraîchage. Ces entreprises évoluent également dans le secteur de la santé. Ces entreprises, on les retrouve aussi dans le secteur de l'artisanat de production, notamment la menuiserie bois et aussi dans les secteurs de la cosmétique. Au total, nous avons accompagné 32 entreprises. Ces 32 entreprises représentent à peu près de 3 milliards d'investissements contre 1,5 milliard de primes d'encouragement à l'investissement. Quand le chef d'entreprise accepte d'investir, le bureau de mise à niveau l'accompagne au plan technique, mais surtout lui donne des récompenses pour l'encourager dans son effort d'investissement. Donc ces 32 entreprises vont recevoir 1,5 milliard de primes. Au niveau des emplois, parce qu'on constate qu'il y a une très forte consolidation des emplois existants, nous en dénombrons plus de 200, et aussi au niveau des emplois qui seront créés après l'accompagnement de la mise à niveau, on en attend au moins une centaine. Nous contribuons énormément à l'effort de développement de l'emploi, à l'effort de création d'emplois pour permettre aussi à cette demande forte émanant de la jeunesse de trouver un emploi décent ici au Sénégal. C'est un programme qui est financé par la coopération technique allemande et qui vise essentiellement la partie centre, c'est Thiès, Diourbel, Kaolack, Fatick et Kaffrine, et aussi la partie ouest, notamment Dakar. C'est un programme aussi qui est financé par la coopération allemande à hauteur de 1,5 milliard de francs CFA. C'est sur 2 ans et l'objectif c'est d'atteindre une cinquantaine d'entreprises pour permettre à ces entreprises dans leur zone d'implantation de développer une économie apte à produire de la richesse, à produire de l'emploi. C'est un programme qui vient en complément d'un programme qui est en exécution, qui s'appelle Programme Développer l'emploi et financé par l'Union européenne. C'en est tout pour le journal de l'économie. Merci de votre fidélité. La B6, Banque internationale pour le commerce et l'industrie du Sénégal. La B6, la banque d'un monde qui change, vous a offert le journal de l'économie.
Aïssatou Gueiba. À Rufisque, les habitants de la cité Sofa d'Angou Nord sont dans le désarroi. Il faut se lever à 3h du matin pour disposer du liquide précieux. Une situation qui perdure depuis plusieurs années déjà. Pendant ce temps, ici à Dakar, l'Assemblée générale des agents de la Poste organisée ce matin a été dispersée à coups de gaz lacrymogène. Le cadre unitaire des syndicats du groupe La Poste réclame une dette de 62 milliards que leur doit l'État du Sénégal. Une dette qui risque de plonger 4300 employés en chômage. Et puis, dans le sud du pays, à Ziguinchor, bien que les agriculteurs n'ont pas encore démarré la commercialisation de leurs produits agricoles, leur objectif est déjà fixé. Des prix compétitifs les plus offrants seront mieux servis en sport. Football Ligue africaine des champions, deuxième tour préliminaire. Teungueth FC reçoit le Raja Casablanca depuis 17h au stade de Lat-Dior. Un score de 0 but partout à la 70e minute. Voilà, c'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. Merci également à Papa Abdoulaye qui en a assuré la mise en onde à 21h. Retrouvez Birama Ndiaye pour le prochain bulletin d'information en Wolof, bien entendu. Ne bougez pas, restez sur nos ondes. Dans un instant, la rediffusion de Sud Éducation avec Mariem et Aïda.